Et C'est bon, alors bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire Jusqu'ici tout va bien sur la prévention des difficultés pour les associations et les structures de l'ESS. Quelques petites règles communes pour commencer, pensez bien à couper vos micros. Vous pouvez également poser des questions au fur et à mesure dans le chat. On les relèvera à la fin des interventions. Et ce webinaire est enregistré pour pouvoir le diffuser aux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question du bénévolat avec le réseau Guidasso, le salariat avec l'UDES et le mouvement associatif. On se présentera tous au fur et à mesure. Et le modèle économique avec le réseau Tremplin, le DLA et France Active Hauts-de-France. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses et on vous partagera des ressources pour appuyer nos interventions. Hop, on peut passer à la slide d'après. Alors, quelques éléments d'introduction pour contextualiser l'organisation de ce webinaire. Donc, vous le savez toutes et tous, on est dans un contexte social et économique de plus en plus contraint pour les associations. Pour illustrer ça, il y a une grande enquête nationale qui a été lancée par le mouvement associatif national, le RNMA et Exopé, sur la santé financière des associations. Donc, je vous enverrai le PowerPoint après et vous pourrez cliquer sur les petits liens pour avoir les ressources dont on parle. Ensuite, une enquête sur la baisse de la qualité de vie et des conditions de travail au sein des structures de l'ESS qui a été étudiée par Harmonie Mutuelle. Donc, tout ça nous a mené à la réalisation d'un kit de prévention qu'on a appelé « Jusqu'ici tout va bien » à destination des dirigeants associatifs qu'on vous mettra à disposition aussi. Et ce webinaire a notamment pour rôle de présenter ce kit. Et un réseau d'accompagnateurs, d'accompagnatrices de la vie associative qui est présent aujourd'hui, que vous pouvez mobiliser pour les difficultés que vous rencontrez dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. On peut passer à la slide après. Donc Claire, je te passe la parole pour les 4 saisons des associations. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Claire Collet, je travaille pour le DLA Hauts-de-France. Oui, bonjour. Je vous appelle. Je pense il y a un micro qui n'est pas coupé. Micro. Donc, on aimerait bien un rendez-vous assez rapidement parce que ça l'embête beaucoup. Couper le micro. Non, c'est pas su. Voilà, j'ai coupé son micro. C'est bon, Claire, tu peux reprendre. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce graphique, mais en fait, il a pour objectif de représenter le cycle de vie des organisations. Et on trouve qu'il s'applique particulièrement bien aux structures de l'ESS et aux associations. Et ce graphique, il essaye de montrer les différentes dynamiques qui peuvent exister au sein d'un collectif, d'une organisation, avec les 4 saisons. Donc le printemps, qui est plutôt une phase de démarrage d'activité, où on essaye de trouver son rythme, on essaye de trouver un équilibre entre comment on fonctionne, comment on s'organise, quelles activités on produit. Il y en a certaines qui vont peut-être se lancer, d'autres qui vont peut-être changer de forme au fur et à mesure. On est vraiment dans une phase d'expérimentation, de lancement. À chaque fois, entre chacune des phases, il peut y avoir les conditions de succès et les conditions d'échec. Si dès le début, il y a des difficultés à démarrer, on peut le voir parfois quand on voit des commerces qui ouvrent mais qui n'arrivent pas à trouver leur modèle et leur fonctionnement, bah, ça amène à la fermeture. Ça, c'est vraiment pour des structures très, très jeunes et c'est des choses qu'on remarque peu dans les structures de l'ESS, enfin, du moins qu'on remarque peut-être un petit peu moins. Une fois que la phase de printemps, elle fonctionne et qu'elle évolue, on va arriver vers des phases d'été, qu'on appelle des phases plutôt de pérennisation. Les caractéristiques d'une phase d'été, pour pousser la métaphore, c'est un rythme qui est trouvé, des activités qui sont plutôt stables, qui ont moins tendance à évoluer parce qu'on a trouvé le modèle, on a trouvé le fonctionnement.
Et une structure qui fonctionne correctement, sainement, si on peut dire, va se retrouver dans un cycle de croissance. Et donc le cycle de croissance, c'est un cycle printemps-été. Pourquoi on repasse sur le printemps? Parce qu'en général, il y a des nouvelles activités qui peuvent émerger ou des changements dans l'organisation, ou alors l'arrivée de nouvelles personnes qui vont insuffler de nouvelles idées. Et donc, ça va refaire des nouveaux projets ou des nouvelles organisations à repenser et donc ils vont pouvoir évoluer. Et donc, un cycle de croissance en période économique plus ou moins stable, il va faire printemps-été, parfois pas sur les mêmes activités, mais on va osciller entre les deux. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler une structure qui va être en phase de croissance, en phase de développement. Parfois, sur certaines activités, sur certains plans organisationnels ou sur l'ensemble de la structure, il va y avoir des difficultés qui vont apparaître. Donc là, ça peut se voir par une baisse en termes de mobilisation des bénévoles, des problèmes internes au sein de l'équipe. Ce qu'on va essayer d'aborder au cours de ce webinaire, nous, on va plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait quand on est en phase d'automne. Et donc, la phase d'automne, elle va demander d'avoir une réflexion sur la plupart des activités ou de l'organisation. C'est ce qu'on appelle ici un cycle de relance. Si ça fonctionne, eh ben, on revient dans un cycle été-printemps avec une croissance qui est plutôt maîtrisée et stable. Et si ça fonctionne pas, ça veut dire que des difficultés qui étaient, nous, ce qu'on appelle à l'état de faible ou de sous-jacente, commencent à se développer de plus en plus. Et donc là, on va arriver vers des phases de crise, donc qui sont l'hiver. Là, l'enjeu pour l'hiver, c'est de vraiment se concentrer et de se dire, bon, là, on ne fait plus l'autruche, on se met en action et on regarde tous les problèmes qu'on peut avoir et on essaye de les résoudre. Et si cette phase-là, vous arrivez à la passer, ben dans ce cas-là, on peut retourner dans des cycles de croissance normaux. Nous, ce qu'on recommande, c'est de se rapprocher d'acteurs de l'accompagnement quand on commence à sentir des difficultés, donc dans le cycle, dans la phase de l'automne, et vraiment très prioritairement quand on arrive en phase d'hiver. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir les prendre le plus tôt possible pour s'assurer de ça. Après, je vous dis ça, mais des dispositifs d'accompagnement comme les DLA peuvent être sollicités aussi dans les phases du bas, parce que nous, on s'intéresse aussi aux phases de développement et de croissance des structures. À la suite, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous allez avoir deux slides supplémentaires qui vont vous donner un peu plus d'éléments sur les différentes phases. Mais de toute façon, vous recevrez le PowerPoint et vous pourrez en faire une lecture plus approfondie. Et donc, nous allons nous intéresser maintenant au bénévolat et je passe la parole à Marianne et à Florence. Oui, bonjour tout le monde. Florence doit être aussi là dans le secteur. Donc moi c'est Marianne, je travaille au mouvement associatif des Hauts-de-France et je suis à l'animation régionale du réseau Guidasso. Et je vais dans un premier temps laisser la parole à Florence pour l'AE 62. Donc, Florence de la E62. Alors, l'objectif, c'est aussi de partir du premier pilier de l'association qui est les bénévoles et aujourd'hui de pouvoir en fait identifier les difficultés que peuvent rencontrer certaines associations, notamment en termes de mobilisation de leurs ressources humaines et notamment de leurs bénévoles avec ce qu'on peut repérer depuis de nombreuses années, la baisse d'implication de certains bénévoles, les difficultés notamment de renouvellement de leur gouvernance et la démobilisation des bénévoles. Par rapport à ça, donc en fait, se réinterroger par rapport à ces signaux d'alerte et puis en fait réfléchir collectivement à ce qui pourrait être mis en place pour permettre en fait à l'association de pouvoir fonctionner en mobilisant à la fois de nouveaux bénévoles, mais aussi en permettant le renouvellement de la gouvernance associative. Donc, face à l'implication notamment des bénévoles, l'important, c'est surtout de réinterroger son projet associatif et que celui-ci ne soit pas fait uniquement avec les membres de la gouvernance, mais aussi puisse être élargi aux adhérents. Donc, le travailler en équipe et aussi pouvoir le faire évoluer son projet et redéfinir les objectifs en fonction aussi des envies des habitants et des adhérents. C'est également ne pas oublier les temps conviviaux qui permettent aussi aux bénévoles de se réunir et de pouvoir réfléchir à de nouvelles perspectives.
et l'importance de l'évaluation. Souvent, les associations sont dans le faire, elles oublient d'évaluer l'impact de leurs actions et notamment pouvoir en fait pouvoir mesurer cet impact, c'est permettre aussi de faire progresser l'association en fait. Lors de temps informels, là, notamment, on peut réfléchir aux améliorations par rapport à telle action. On peut repérer aussi de nombreuses difficultés de bénévoles qui aujourd'hui s'essoufflent et en fait dans la gouvernance et nous signalent souvent des problèmes de renouvellement des bénévoles. Donc, comment on pourrait répondre à ce problème? C'est bien de redonner du sens à l'engagement et inviter aussi les bénévoles notamment à prendre en compte leurs besoins et leurs attentes. Aussi, ça peut faire peur parfois de prendre la gouvernance d'une association. Donc, c'est aussi mettre en place des binômes d'anciens bénévoles et de nouveaux bénévoles pour qu'il puisse y avoir un filage dans la prise de responsabilité, pour pas qu'une personne soit mise comme ça à prendre des responsabilités sans avoir été préparée. Et puis, c'est également pouvoir consulter plus régulièrement les bénévoles, notamment ça peut passer par des conseils d'administration qui vont être élargis à des adhérents ou aux personnes de l'association qui souhaitent en faire part. Et enfin, sur les signaux aussi très présents dans le monde associatif, c'est la démobilisation des bénévoles. Donc, pour pouvoir en fait repérer ce signal et pouvoir le réguler, l'importance de pouvoir identifier les besoins de l'association et de réfléchir avec l'ensemble des bénévoles aux missions de chacun, mais également par rapport au rôle de chacun, c'est-à-dire dans les associations bénévoles, salariés, volontaires en service civique, par exemple, réfléchir aux missions que chaque personne peut avoir pour que chacun puisse trouver sa place. L'importance de la communication au sein de l'association pour donner envie, donc ne pas se contenter d'un seul canal de communication, mais bien multiplier les canaux de communication pour que chacun puisse se repérer. Et enfin, savoir valoriser les compétences de chacun avec notamment une mise à l'honneur lors des assemblées générales ou lors de temps forts de l'association, ce qui permet aux bénévoles, en fait, la principale qualification d'un bénévole et l'envie de rester aussi, c'est de se sentir épanoui dans sa mission et de se sentir valorisé. Donc, je repasse la parole aussi peut-être à Marianne pour qu'elle voit aussi les outils qui peuvent être au service du monde associatif et notamment des bénévoles associatifs pour se sentir plus à l'aise dans leur mission. T'as tout dit, effectivement. Donc, prendre soin des richesses humaines, notamment le bénévolat, ça passe aussi par de la formation. Et donc, on voulait mettre à l'honneur deux outils en particulier. Le premier qui est la plateforme de formation des bénévoles en Hauts-de-France, qui recense sur l'ensemble des Hauts-de-France toutes les formations qui sont pour eux. Et dedans, vous avez des thématiques qui se recoupent avec ce dont on est en train de parler, notamment la responsabilité des dirigeants associatifs, comment mobiliser des bénévoles. Et après, on le verra, mais il y a aussi tout ce qui est la gestion comptable et financière, les bases qui peuvent servir dans un moment aussi particulier que celui-ci en termes d'instabilité budgétaire, mais on en parlera après. Et donc ça, c'est partout en Hauts-de-France, c'est en présentiel et ça permet aussi de rencontrer d'autres bénévoles, d'autres associations et de briser le sentiment de solitude qu'il peut y avoir aussi dans ces moments-là. Et dans le même pendant, il y a e-learning vie associative, donc la plateforme EVA, qui est aussi de la formation en ligne qu'on peut vraiment suivre à son rythme. Et donc, c'est ouvert aux bénévoles, mais pas que. En fait, même si vous êtes salarié, vous pouvez y accéder. Et là aussi, il y a un ensemble de ressources sur les basiques, on va dire, de la vie associative. Et donc là, c'est pareil, vous allez avoir tout ce qui touche autour des financements, du fonctionnement d'une asso, de comment on mobilise des bénévoles, comment on s'en occupe pour qu'ils aient aussi envie de rester. Donc ça, c'est pareil, des vidéos, des quiz, etc., qui peuvent être les deux outils complémentaires. L'un vraiment présentiel pour de l'échange entre pairs et l'autre chez soi à son rythme quant au moment où on le souhaite, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'outiller, comme tu le disais aussi, Florence, pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur fonction. Ça peut aider aussi dans ces moments-là.
Et donc, si tu peux passer à la slide d'après, donc il y a les formations et notamment la formation des bénévoles, elle est à destination des bénévoles, mais ceux qui portent la formation sont dans le réseau Guidasso, comme tu l'es, Florence. Et donc, en fait, si vous êtes salarié et que vous repérez une formation qui vous intéresse, et notamment la personne qui la porte, vous pouvez vous rapprocher de la personne parce que ça se peut que ce soit un Guidasso. Et donc, pour redire ce que c'est le réseau, ce sont quasiment 250 points à travers les Hauts-de-France, des associations, ça peut être une commune, une collectivité, qui sont repérées sur le terrain, mais qui portent une mission d'information et d'accompagnement de la vie associative. Et donc, dans ces cas-là, nous, on a aussi 3 niveaux qui peuvent vous intéresser, vraiment Guidasso Info pour les informations de premier niveau, l'accompagnement généraliste comme tu l'es en fait, Florence, qui peuvent vous aider sur ces sujets-là. Si vous posez des questions, vous repérez des signaux faibles, qui ne vont pas dans la gouvernance, dans le bénévolat, vous pouvez vous rapprocher du Guidasso le plus proche de chez vous. Et accompagnement spécialiste, c'est vraiment sur du sectoriel. Si vous êtes très ciblé culture, si vous avez vraiment une thématique sport, ce sera plutôt les Guidasso spécialistes. Donc ne pas hésiter à faire appel à eux. Donc à la fois tout ce qui est sur le numérique, on va dire les plateformes, mais aussi ce réseau-là de structures et donc de référents qui peuvent vous aider sur ces sujets-là. Et donc c'est gratuit. Et donc ne pas hésiter, ne pas rester seul. Je pense que c'est un peu ça le message aussi, ne pas rester seul avec ces problématiques. Il y a des gens qui ont probablement des bonnes idées à vous transmettre sur ces sujets-là. Voilà. Et donc il y a une carte, n'hésitez pas sur le guide, sur le guide Asso de France, vous verrez, vous pouvez repérer votre point le plus proche. Et je sais pas si tu veux compléter Florence. Sinon, non. Non, bah, je pense que tu as tout dit au niveau des guides assos et de l'importance de l'accompagnement par le réseau guide asso sur le territoire, avec cette spécificité aussi que dans le réseau guide asso, si on n'a pas en tant que guide asso, nous, la réponse, la première, le réseau permet d'aller chercher aussi l'information sur l'ensemble des autres guides asso en Hauts-de-France, en fait. Mm, tout à fait. Et donc c'est le bénévolat, mais pas que. Mais là, c'est vraiment focus sur le bénévolat aujourd'hui. Et donc, dans ce cas, on peut passer à la slide d'après. Je pense que c'est toi, Leslie, qui reprend sur la question du Oui, salariat. tout à fait. Merci Marianne. Donc, après le bénévolat, le salariat, alors c'est pas toutes les associations, hein, qui sont, employeuses, c'est que 10 des associations qui ont des salariés. Mais pour, celles qui en ont, on a listé, donc des signaux d'alerte, sur lesquels agir, en prévention. Donc effectivement, quand le nombre d'arrêts maladie augmente, dans l'association, c'est un signal qui doit, alerter. Le turnover également, hein, des gens qui partent, qui restent, pas longtemps. Des tensions entre personnes, un climat social qui peut être dégradé, alors soit entre salariés, soit entre bénévoles et salariés. Des difficultés à respecter, les échéances, la charge de travail qui est trop élevée, on peut agir dessus. Des heures supplémentaires, régulières et des difficultés à les récupérer. Et des difficultés à recruter. On sait que le secteur associatif, selon les domaines, a des problèmes d'attractivité. Il y a des possibilités d'agir dessus. On va le voir sur la slide d'après. Donc tout ça est tiré du kit, Jusqu'ici tout va bien qu'on évoquait, en introduction, qu'on va vous mettre à disposition. En termes de bonnes pratiques, qu'on peut, proposer, soigner l'accueil et l'intégration des salariés, c'est important. Être dans l'information, la formation, l'accompagnement et surtout le dialogue avec les salariés qui arrivent. Organiser, des espaces de discussion sur le travail. Alors, on sait que les associations, ont peu de salariés en général. La majorité des associations employeuses comptent 2-3 salariés en leur sein, donc il n'y a pas nécessairement de CSE au sein de l'association. Cependant, même sans CSE, il est recommandé de pouvoir créer des espaces de discussion sur le travail avec les salariés, et les conditions d'exercice du travail. Ensuite, former au management toutes les personnes qui en exercent les fonctions. Donc les personnes qui en exercent les fonctions, c'est soit, une direction lorsqu'il y a une direction salariée, soit, la gouvernance lorsque le ou les salariés sont embauchés directement par le CA. Il est important pour des bénévoles, de se former à cette responsabilité employeur, et ça rejoint ce que disait Marianne tout à l'heure sur, la plateforme, qui existe sur la formation des bénévoles, que vous pouvez consulter pour vous former sur ces questions de responsabilité employeur.
adopter un cadre sécurisant aussi. Voilà, des règles écrites, réguler la charge de travail, compter ses heures. Travailler dans une association, c'est un engagement, c'est vrai, mais ce n'est pas un engagement bénévole. Lorsqu'on est salarié, on a un lien de subordination, c'est le droit du travail qui s'applique et c'est important voilà, que tout le monde soit clair sur le cadre. Clarifier la répartition et la limite des missions salariés et bénévoles. Qui n'est pas la même mission. Organiser la communication, donc ça rejoint ce qui était dit aussi plus tôt sur l'importance de soigner la communication et les usages, les différents canaux de communication. Et hop, je vois pas ce qui est écrit en dessous. Ah oui, en cas de conflit, parce que des fois c'est déjà trop tard, il y a un conflit qui éclate dans l'association, l'usage de la médiation peut être un bon recours. Donc à chaque fois que vous voyez des mots soulignés, c'est un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller plus loin, comme dans le PowerPoint qu'on vous enverra. On peut passer à la slide d'après. Alors, un petit focus sur la prévention santé au travail. Donc, vous rappelez que les associations employeuses sont des entreprises, donc c'est le droit du travail qui s'applique. Et pour toute entreprise, le DUERP doit être réalisé et mis à jour chaque année. Le DUERP, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui peut faire que quelques pages, hein, si l'association est petite, et qui consiste, avec les bénévoles et les salariés, à identifier les risques liés au travail dans l'association. Alors, les risques les plus connus, c'est dans l'industrie, hein, c'est les risques de charges lourdes, c'est les risques chimiques, mais dans les associations, même dans un travail classique de bureau, on peut avoir des risques, que ce soit les troubles musculo-squelettiques, que ce soit les risques psychosociaux. Alors justement, sur les risques psychosociaux, on vous met à disposition une enquête que vous pouvez utiliser, c'est un questionnaire que vous pouvez utiliser au sein de l'association pour mettre en débat la question des risques psychosociaux. Qu'est-ce qui, dans nos pratiques, peut les favoriser ou au contraire peut les freiner? Voilà, et la santé au travail, c'est seulement une des 6 dimensions de la qualité de vie et des conditions de travail, puisque vous le voyez sur la petite marguerite qui a été réalisée par l'ANACT, l'Agence nationale des conditions de travail. Vous avez tout un tas de leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer les conditions de travail, que ce soit donc le management, le climat social, les compétences, le parcours professionnel, l'égalité professionnelle et le contenu du travail. Voilà, et je passe la parole à Alex de l'UDES. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être là. Donc Alex Solvay, chargé de projet en Hauts-de-France et Normandie au sein de l'UDES, que vous connaissez certainement, enfin l'Union des employeurs de l'ESS, qui est un groupement de 23 syndicats voilà, d'employeurs et à travers 17 branches professionnelles. Juste un petit rappel sur la définition que le syndicat d'employeurs, c'est une organisation qui regroupe des structures ayant la qualité d'employeur, souvent d'un même secteur ou d'une même branche. Et le syndicat d'employeurs, il est important de rappeler qu'il agit comme un représentant collectif auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, comme défenseur des intérêts communs, juridiques, économiques, sociaux. Il est aussi organisateur du dialogue social à tous les niveaux. Et il propose aussi un appui opérationnel, que ça soit RH, juridique et social. Et ne pas oublier qu'en fait, adhérer, c'est ne pas rester seul face aux difficultés, qu'elles soient des tensions RH, conflits, réorganisation ou pression financière. Et ça permet en fait, entre autres, de s'appuyer sur un collectif, d'accéder à des ressources concrètes, des temps d'échange entre pairs et à des interlocuteurs compétents. D'où on va dire, le dernier volet d'accompagnement opérationnel qui peut être vraiment utile en cas de difficultés ou lors de l'apparition de signaux faibles. On peut passer au diapo suivant. L'UDES, alors pour un petit rappel, en fait, a créé le dispositif SOS Employeur en 2021 lors de la crise Covid. Donc en fait, la cellule, elle se positionne plutôt comme une ressource de premier niveau, et pas comme un acteur de l'accompagnement. La plus-value, c'est de pouvoir apporter en fait une mise en relation rapide avec un pair employeur, sans enjeu que l'écoute et la capacité de sortir l'employeur d'un certain isolement. Et ça n'a pas vocation à devenir un outil d'accompagnement au long cours.
Et en fait, le but, c'est de pouvoir travailler conjointement ici avec les partenaires présents et puis de réorienter les employeurs ou les structures non employeuses vers les dispositifs existants. Donc, il y a quelques objectifs principaux. C'est vraiment une écoute bienveillante et confidentielle, une réponse rapide et flexible, une qualification des difficultés, puis l'orientation vers les bons dispositifs. Et on va avoir deux modalités, on va dire, d'accompagnement, soit plutôt individuelles, lorsqu'on nous contacte via le numéro de téléphone ou l'adresse mail, où là, vous avez un entretien, des recommandations, un suivi, et puis des actions collectives, comme aujourd'hui, où on va plutôt faire de la sensibilisation, diffusion d'outils, etc. Et puis vraiment rappeler qu'on est sur des principes de confidentialité, de neutralité, et puis de mobilisation des ressources disponibles. Toujours sur cette partie, on peut passer aux diapos suivantes, sur un partenariat qui est quand même assez important avec l'URSSAF, à la fois Nord-Pas-de-Calais et Picardie, qui permet en fait d'avoir une facilitation de la prise de contact, un traitement bienveillant des demandes. Et en fait, l'URSSAF va proposer soit des plans d'art purement, des remises de majoration, et puis en fait, on va avoir une adresse mail dédiée pour communiquer directement avec eux et mettre en relation les associations, enfin coopératives, etc., qui sont en difficulté. Donc vraiment, le rôle de l'UDES comme tiers de confiance et de mise en relation avec l'URSSAF pour bénéficier d'échéanciers, puis comme je le vous disais, de plans d'appurement ou de remise de majoration. Donc ce qui est plutôt, on va dire, nécessaire en cas de difficulté, même si quand on commence à anticiper des problèmes de paiement avec l'URSSAF. Voilà pour ma partie. Je laisse la main à Delphine. Merci. Bonjour, donc Delphine Rière, je travaille à la CRES et j'anime le réseau Tremplin. Réseau Tremplin qui est un réseau de 26 acteurs sur toutes les Hauts-de-France, hein, donc qui intervient autant de l'idée du projet jusqu'au développement, donc à tout moment de vie de la structure. Il est plus connu pour être plutôt au début, quand on a l'idée, quand on veut lancer le projet, via le dispositif Access de la région qui permet un accompagnement gratuit des projets. Mais parmi tous ces membres, nous avons des structures qui accompagnent aussi à la consolidation et au développement, dont fait partie le LMA, avec le DLA et le réseau Hauts-de-France Active. Donc, pour vous parler plus précisément de ces accompagnements, je vais laisser la parole à nouveau à Claire pour nous parler du DLA. Alors, le DLA, je ne sais pas si j'ai besoin d'en faire une présentation très poussée. Vous me direz dans le chat s'il y a besoin. Mais pour rappel, le DLA, c'est un dispositif qui a été créé en 2002, qui a pour finalité l'accompagnement initialement des associations, mais maintenant de l'ensemble des structures de l'ESF qui sont employeuses dans le développement, la pérennisation ou parfois la sauvegarde de leurs emplois. Le DLA, c'est un accompagnement qui va toujours être sur mesure et qui va reprendre une méthodologie de travail qui est particulière. La première phase, qui est une phase de diagnostic qui permet de mettre à plat la situation de la structure, d'en prendre une photo et de se projeter, de se dire quelle est la situation idéale ou du moins la situation à laquelle on veut arriver. Et entre les deux, de se dire quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut enclencher comme travail pour pouvoir structurer ça et organiser la suite. Le DLA, il peut accompagner sous un éventail de problématiques. Mais là, vu qu'on parlait de la prévention des difficultés et de comment on s'arrange en période de crise et qu'est-ce qu'on met en œuvre, là, je me suis concentrée sur notre manière de travailler quand il y a des difficultés économiques. Le DLA, il peut accompagner dans une certaine mesure quand le modèle économique ne fonctionne plus. Donc, quand on se rend compte qu'il y a des déficits qui peuvent être structurels, mais qui ne sont pas, pour le moment, qui ne vont pas révéler des crises immédiatement. Nous, ce qu'on se dit toujours, c'est que le DLA, il peut intervenir si jamais on a le temps d'expérimenter différentes solutions. Donc, on se dit, le DLA, il intervient quand on est au début de l'automne, maximum, et on peut se dire 1 an devant soi pour expérimenter, donc expérimenter des évolutions dans son organisation, dans son modèle économique. Notre réflexion quand il y a des problèmes de nature économique au sein de la structure, c'est toujours de se dire, premier point, est-ce qu'on est bien au clair sur son projet associatif? Parce que souvent, le modèle économique, quand il y a des difficultés, l'enjeu premier, c'est de trouver de l'argent. Mais trouver de l'argent pour faire quoi?
C'est souvent ça la question, parce que parfois on peut se retrouver à trouver de l'argent pour trouver de l'argent. Du coup, la finalité sociale derrière, on peut la perdre, on peut se perdre dedans et ça peut après développer d'autres problèmes. Une fois qu'on est bien au clair sur son projet associatif ou son projet tout court, on va plutôt travailler sur l'évaluation et la qualification de son besoin. Est-ce que c'est plutôt un besoin en financement, en trésorerie? Est-ce qu'il y a des besoins de restructuration, du coup de réorganisation au sein de la structure, de réflexion autour de la répartition des missions? Ou est-ce que ça peut aussi être un besoin de développement? Une fois que ça c'est précisé et que c'est partagé au sein de la structure, parce qu'il y a un gros enjeu pour nous à ce que ce soit pas uniquement des réflexions menées par une ou deux personnes de manière isolée, mais que ce soit bien quelque chose de partagé. Ce qu'on entend là, c'est pas uniquement le ou la trésorière et le ou la directrice s'il y en a, mais de vraiment que ce soit un sujet partagé à minima au sein du bureau et au sein des que les équipes aient un premier niveau d'information et de connaissance pour pouvoir aussi contribuer à des réflexions qui vont les impacter. Après, il y a des questions de temporalité qui se posent et qui se règlent au fur et à mesure de l'accompagnement. Donc, une fois qu'on est au clair sur son besoin, il faut identifier des pistes d'action. Donc, se dire comment on va venir faire évoluer son modèle économique. En ce moment, on entend beaucoup parler de diversification des ressources ou d'hybridation des ressources. Les termes peuvent varier. Ça peut être des solutions, c'est pas toujours la seule et unique solution, mais ce qu'on entend derrière diversification des ressources, c'est se dire, bah, en fait, je peux peut-être développer des revenus d'activité, donc commencer à vendre des biens ou des services, ou alors me diriger vers du mécénat. Mais tout ça, c'est des choses qui peuvent pas se faire dans l'immédiat et qui demandent beaucoup de réflexion. Et nous, dans le DLA, on recommande de plutôt prendre le temps de se poser et de définir les choses avant. Comme ça, on est sûr d'aller dans des bonnes directions et dans des directions partagées. Par exemple, un exemple que j'ai eu récemment, c'était une structure qui voulait réfléchir sur son modèle économique et pour une partie des membres de l'asso, c'était évident qu'il fallait aller sur la formation. Et ben en fait, quand on a commencé à se le dire, pour toute une autre partie, c'était hors de question, pour des raisons qui leur sont propres. Et le débat, il était intéressant de l'avoir, mais c'est pour ça qu'il faut en parler collectivement, parce que sinon, on peut arriver rapidement à des situations qui vont devenir compliquées entre les membres de la structure. Et une fois qu'on est au clair sur tout ça, nous, dans le DLA, on adore ça. On en fait souvent parce que pour nous, c'est la manière de travailler qui fonctionne bien. On va définir un plan d'action, c'est-à-dire un plan d'action qui va être avec des objectifs réalistes et des objectifs identifiés, qui va être nominatif et puis qui va être réaliste aussi au regard du contexte et de l'activité de la structure. C'est tout pour moi et donc je laisse la parole à Rachel. Merci Claire. Alors ouais, je vais prendre la suite. Donc je suis Rachel Leclerc, responsable du pôle économie sociale et solidaire chez Pas-de-Calais Active et j'interviens ce matin au nom de Hauts-de-France Active. Pour représenter le Nord et les autres départements de la région sur J'ai lesquels mis le mes écouteurs dispositif pour pas vous d'ASES déranger. est également porté. Vous voulez que je vous le mette en... Il y a un micro qui n'est pas coupé. Tu veux que je le mette bien couper en vos... voix haute pour qu'on le regarde ensemble? Bah, je sais pas si ça les intéresse ou pas. Je cherche le micro pour le couper. Samuel, voilà. Ah, c'est tout. Hop, ça y est. Donc, je vais vous présenter le dispositif d'ASES, donc qui est le dispositif d'appui aux structures de l'ESS, qui est également un dispositif d'accompagnement qui lui est vraiment spécifique, hein, contrairement au DLA, à un travail dédié au modèle économique ou aux situations de crise pour les structures de l'ESS. Donc, on est également sur un dispositif d'accompagnement pour les structures qui vont être en phase de consolidation ou de rebond, donc qui sont vraiment en situation de crise, qui ont connu un événement qui va impacter leur situation économique et ou financière, et qui du coup va questionner aussi bien le modèle économique de la structure, mais également sa pérennité. On est vraiment sur des structures qui vont se questionner sur leur pérennité et qui vont faire face à un événement qui va vraiment mettre en danger leur survie. Donc on est sur des accompagnements qui vont être exclusivement dédiés aux problématiques d'ordre économique et financière. On est vraiment sur des situations d'urgence, hein, donc pareil, contrairement au DLA, on aura un petit peu moins le temps de s'attarder sur le projet. Pour autant, si on se rend compte à la fin de l'accompagnement qu'il y a une problématique de projet associatif, on pourra redéboucher sur un autre accompagnement type DLA. Mais cet accompagnement d'ASES, il est vraiment spécifique aux problématiques de nature économique ou financière. On est sur des durées d'accompagnement qui vont de 4 à 7 jours, hein, selon l'urgence et selon la problématique, qui vont également être menées par un prestataire qui est expert sur la thématique d'accompagnement.
Et c'est des accompagnements qui sont bien sûr pris en charge par les financeurs du dispositif. Sur la slide suivante, je vous ai mis quelques exemples de plans d'accompagnement, ce qui vous permettra peut-être d'avoir une situation plus parlante, enfin des exemples plus parlants pour ce qui va différencier le DLA du DASES. Typiquement, donc 2 exemples. Un premier exemple d'une structure qu'on a accompagnée par le dispositif DASES, une structure assez jeune qui avait 3 ans, qui a eu un beau démarrage d'activité, qui a été énormément financée à son lancement, puisque besoin de beaucoup d'investissements. Donc, qui a contracté un prêt bancaire, un prêt également chez Pas de Calais Actif, qui a connu en 2025, comme peut-être pour beaucoup d'entre vous, des retards dans le paiement des subventions et qui du coup s'est retrouvée un peu prise à la gorge par le remboursement des dettes. Donc, qui est venu chercher un accompagnement d'ASES chez Pas de Calais Actif. Vous avez du coup les cahiers des charges assez classiques et typiques qui sont proposés dans le cadre des accompagnements d'ASES avec un gros état des lieux de votre modèle économique, de la situation actuelle de votre structure, tout un travail de réflexion autour des possibilités pour diversifier vos ressources si le besoin est là. Un travail également d'outillage pour valider des hypothèses financières. Alors, si vous n'êtes pas du tout outillé, on vous propose de vous fournir des outils, notamment les plans de trésorerie, des budgets prévisionnels, qui sont des outils essentiels pour piloter votre modèle. Et puis, du coup, tout comme pour le BLA, vous ressortez avec un plan d'action, avec par contre des actions plutôt à mener à court terme, pour répondre vraiment à la situation d'urgence. Un autre exemple avec un événement qui est intervenu pour une structure culturelle qui était implantée dans une commune et qui avait la chance d'avoir des locaux mis à disposition par la commune depuis sa création. Également une subvention qui représentait 80% de ses financements et puis qui, du jour au lendemain, avec un renversement politique, a perdu aussi bien ses locaux que sa subvention. Donc, qui est venu chercher un accompagnement d'ASES pour pallier un petit peu à l'urgence, avec pareil, un gros état des lieux du coup de la situation, une analyse des mesures à mettre en place de façon urgente et puis à plus moyen terme, des financements complémentaires également à identifier et aller chercher, et puis surtout un plan de consolidation du coup qui est vraiment sur mesure pour la structure. Alors, il y a également un second levier que vous pouvez activer pardon, dans le cadre du DASES. On peut passer à la slide suivante. En complément de l'accompagnement technique, vous avez la possibilité de mobiliser une avance remboursable pour répondre aux tensions de trésorerie si vous faites face à cette problématique. Donc, c'est une avance qui peut aller jusqu'à 100 000 € qui est sans intérêt. L'objectif étant de reconstituer votre trésorerie à court terme et de faire la jonction avec les subventions que vous devez éventuellement percevoir et qui tarderaient à arriver. Donc, on est sur une avance remboursable sur une durée de 12 mois maximum, qui doit être remboursée au bout des 12 mois maximum en une seule fois et éventuellement rééchelonnée si vous n'avez pas la possibilité de rembourser le montant dans sa totalité en une seule fois. L'objectif étant également d'aller chercher le partenaire bancaire pour l'engager dans la structure, l'engager dans le projet. On interviendra toujours en cofinancement d'un outil bancaire, que ce soit du découvert ou la mise en place d'une ligne d'AI qui est souvent mobilisée par les structures dans le cas d'attente de versement de subventions. Donc, c'est un levier qui est intéressant à activer si, en plus du travail de réflexion et d'accompagnement, vous avez un besoin de trésorerie pour permettre de mener à bien vos activités et de poursuivre vos activités dans l'année. Voilà pour le dispositif d'ASES, je le redis, qui est porté par les structures de Hauts-de-France actives et qui existe donc sur l'ensemble des départements de la région. Alors, j'étais la dernière intervenante, je pense qu'on est pile poil dans les temps. Donc, on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Leslie, je te laisse peut-être, je ne sais pas, c'est des modalités, si tu préfères que les questions partent dans le chat ou s'il y a des Oui, levées de alors main. il y a quelques questions qui ont été, auxquelles on a déjà répondu dans le chat, mais il y en a d'autres où on n'a pas encore répondu. Notamment une question pour Alex sur les conditions pour adhérer à un syndicat employeur. Mais je crois que la personne était intéressée pour savoir dans d'autres pays que la France. Je ne sais pas si tu as cette connaissance internationale, Alex. Alors peut-être pas sur le enfin non, en toute franchise, je sais pas forcément comment ça fonctionne, au niveau européen ou à l'international, mais il y a j'imagine qu'il y a comme en France, des modalités d'intégration et d'être probablement dans la même branche, enfin le même secteur d'activité pour pouvoir, adhérer à un syndicat. Mais en toute transparence, c'est peut-être en dehors de mes compétences. Enfin, ça dépend de quel pays, on parle, mais
je pourrais peut-être pas renseigner là-dessus. Ok, ça marche, merci. Et ensuite, il y avait une question sur comment parvenir à mobiliser les ressources financières d'une association. C'est assez large comme question. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut donner des éléments de réponse ou que la personne veut préciser peut-être. Sinon, n'hésitez pas à ouvrir les micros et voilà, la présentation est finie, donc on peut passer un temps d'échange, même témoignage si vous voulez parler de votre situation, voilà, des remarques, des propositions. Le DASES est-il décliné dans d'autres régions? Rachel. Alors oui, il me semble que la Bretagne le propose. Il y a une troisième région en France qui le propose également, mais c'est vrai que c'est pas un dispositif qui existe partout en France. Donc n'hésitez pas à aller, vous renseigner auprès de vos interlocuteurs. En tout cas, sur la région Hauts-de-France, il existe. En Bretagne également, c'est sûr. Et il y a une troisième région qui le propose. Voilà. Ensuite, Michel nous précise que c'est Cosmos, l'organisation patronale pour le sport. C'est vrai, merci. Les collectivités payent de plus en plus en retard les subventions. Je ne parle même pas du FSE. Ça entraîne une mobilisation des crédits court terme, des frais bancaires. Oui, effectivement. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien. Oui, Jean-Baptiste Dutoit, je suis directeur de structure chantier d'insertion entreprise adaptée ESAT. Et je voulais savoir si vous aviez connaissance de possibilités de travailler avec les services de l'État sur des modèles mixtes ou hybrides qui mixeraient déjà de l'existant pour travailler notamment sur la problématique du modèle économique des ateliers chantiers d'insertion qui, je pense, sont voué à un avenir plutôt sombre, mais d'essayer de travailler avec les services de l'État sur des idées de mixer de l'existant de façon à diminuer la charge de l'État, mais permettre aux associations qui ont des chantiers d'insertion de poursuivre leur activité d'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi. Je ne sais pas s'il y a des structures qui permettent de faire cela ou pas. Alors Claire, vas-y, je te vois que tu lèves la main. Oui, alors c'est pour vous répondre, Jean-Baptiste. Alors du coup, sur cette question-là, là, on va se retrouver un peu à la limite de nous qui on est actuellement dans notre fonction. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans nos fonctions d'actrice de l'accompagnement, donc plutôt sur une orientation dispositif. Là où ces discussions avec les services de l'État, elle va plutôt être portée par les réseaux. Donc je pense que là, plutôt à l'IRIAE, voire même à des réseaux spécialisés sur les ateliers chantiers d'insertion et peut-être à des réseaux un peu plus généralistes comme la CRES ou le mouvement associatif pour lesquels on est salarié, mais qu'on représente plutôt en notre qualité d'acteur de l'accompagnement aujourd'hui. Et pour moi, les sujets qu'il y a derrière, c'est la question de la fiscalité qui peut se poser et des besoins peut-être d'évolution, ou que nous, on pourrait ressentir d'évolution de certaines normes fiscales ou certaines règles fiscales quand on vient imposer d'autres règles de fonctionnement aux structures. Et donc, c'est plutôt un travail long terme. Après, nous, dans le DLA, pour répondre et rattacher à nous notre mission, on essaye d'avoir des liens avec les différentes administrations. On n'en a pas avec toutes, mais c'est un objectif pour pouvoir parfois recréer de la discussion ou de notre place, qui est peut-être un petit peu plus généraliste que uniquement à la place d'une structure, pouvoir aider dans la discussion. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse ou si vous voulez Non, non, en c'était, apprendre un peu je posais la question parce que comme on parlait de modèles économiques de ce type-là, effectivement, voilà, Mais j'ai participé à un DLA collectif d'études de passage de la CI en EI, qui a été assez, comment je vais exprimer ça? Catégorique, en précisant bien que le passage était quasiment impossible. En tout cas, on était 6 acteurs et il n'y en a aucun qui envisage de passer en EI, en tout cas avec l'appui du travail du consultant. Mais j'avais évoqué cette possibilité-là de travailler aussi sur des prospectives et effectivement, Nord-Actif, en l'occurrence, m'avait dit que ça ne faisait pas partie du champ d'accompagnement du DLA. Bon, après, je suis dans des réseaux, donc je vais ramener ça au niveau des réseaux, mais bon, voilà, les RIAE, j'en ai déjà échangé, c'est peut-être un petit peu, voilà, à venir, à voir, à réfléchir. Mais je pense que si on reste à rester sur l'existant en tout cas, les chantiers d'insertion, je suis pas très optimiste, personnellement.
Hop. Alors, je vois Michel qui lève la main. Ah, on vous entend pas. Bonjour, Ouais. vous Bonjour. m'entendez? J'ai réactivé Ouais. le micro. Donc, moi, j'ai mis dans le chat le problème justement sur les subventions, les crédits qui sont attribués de plus en plus tard. Dans mon cas, en tant que président de ligue, j'ai même pas encore perçu une subvention 2025 avec une lettre d'attribution que j'ai reçue fin août. Et on nous demande d'utiliser ces crédits avant le 31/12. Donc, c'est un peu compliqué de mettre en place des actions dans l'urgence, on va dire. Et le problème, c'est que l'année suivante, compte rendu financier, eh ben, comme on n'a pas utilisé la totalité des fonds, on demande un report sur une partie des sommes et forcément, on a un retour avec compte assaut en disant vous n'avez pas équilibré votre budget. Donc ça veut dire que les sommes sont perdues. Donc là, c'est pour du fonctionnement, hein. On n'est pas sur l'emploi. Merci Michel. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, questions? Je vois dans le chat Émilie qu'il y avait Émilie. Ouais, de témoigner sur une solution qui, pour pallier au retard de versement des subventions, le prêt solidaire. Est-ce que Oui, Émilie, vous voulez en bonjour. parler? Ouais, je suis là. Vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Ok, super. Alors moi, je m'appelle Émilie, je fais partie du réseau Transition Hauts-de-France. Et donc, on est une association qui existe depuis 2022. Et on accompagne les collectifs citoyens de transition dans les Hauts-de-France. Et pour faire face justement à des arrivées tardives de subventions, nous, on s'est, comment dire, inspiré d'une expérience qu'on avait vue dans une autre association et on a lancé une communication auprès de nos adhérents sur l'épargne solidaire. Donc là, en gros, on proposait aux personnes de nous soutenir en nous confiant une partie de leur épargne à partir de 100 euros. Donc en précisant bien que c'était une épargne à taux zéro et que c'était afin d'encourager, de soutenir notre mission à la transition écologique, démocratique et sociétale. On faisait signer un contrat de prêt solidaire entre l'épargnant et l'association et le deal, c'est que les épargnants peuvent récupérer leur apport à tout moment dans un délai maximum de 4 mois après leur demande. Et on a réussi à aller récupérer comme ça 34 000 euros. Ce qui était quand même bien utile dans l'attente des arrivées de subventions et sans comme ça devoir solliciter un DAI auprès de la banque. Voilà, donc ça a nécessité quand même pas mal de communication, voilà, de questions-réponses, mais dans notre cas, ça a bien fonctionné. Super. Merci beaucoup, Émilie. De rien. Est-ce qu'il reste des souhaits d'intervention avant de... J'ai encore une question, savoir si certains qui sont présents aujourd'hui ou si vous avez déjà travaillé sur des impacts, des contrats impact social. Alors, qui souhaite répondre à cette question? Si j'ai bien compris, moi, c'est le système, c'est le Social Impact Bonds là, qui est mis en place dans les pays anglo-saxons. C'est ça, C'est oui. ça? Oui, Ouais. tout à fait. Oui. Ouais, j'en ai pas entendu du bien, hein. C'est D'accord. vraiment, on capitalise sur comment on appelle ça, l'utilité sociale des structures, quoi. Donc c'est vraiment pas un modèle enfin, c'est Vertueux. vraiment pas un bon exemple, quoi. Faut pas Mhm. aller tendre vers ça, je pense. Ouais, c'est mon avis Non, mais c'est personnel. une question parce que voilà, au niveau de ma gouvernance, on m'incite à aller dessus et ça me conforte dans mes Non, positions. bah, ouais, non, bah, en gros, on vous demande un retour d'investissement, quoi, sur c'est des capitaux privés et on va vous demander des retours sur investissement, quoi. Donc, bon, moi, je pense que c'est pas, c'est un peu en contradiction avec les valeurs associatives, quoi. Ok, je partage. Merci. Claire, tu veux compléter? Oui, pour dire que sur les contrats à impact social, la liste des structures qui en ont bénéficié est disponible sur les différents ministères qui en proposent. Et pour le moment, il n'y en a pas
Il n'y en a pas non plus une trentaine. Non, j'ai vu qu'il y avait groupe SOS. Bonjour, moi j'aurais une question aussi. Je voulais savoir s'il y avait des structures qui se sont déjà intéressées à la RSE des entreprises. C'est-à-dire que vous voulez dire solliciter par rapport au mécénat? Oui, par exemple. Ouais, nous on l'a fait. C'était une de nos pistes de financement et on y a investi beaucoup de temps et d'énergie pour très très peu de résultats. En fait, en gros, si vous plantez pas des forêts, que vous construisez pas des choses, on va dire, enfin, si vous faites que de la matière grise, ça fonctionne pas, quoi. Il faut pouvoir valoriser. Les entreprises veulent pouvoir valoriser ça de manière tangible, quoi. Enfin, ça, c'est mon Oui. retour d'expérience. Et puis ils sont très tournés vers l'impact environnemental, des fois plus que l'impact social peut-être. Ah non, si, l'impact social aussi, Ouais, ça fonctionne, quoi. Ouais, ouais. d'accord. Mais Ok. toutes les actions qui peuvent impliquer leurs salariés, qui peuvent, Oui. voilà, où ils peuvent valoriser concrètement en disant, voilà, on a permis ça. Mais par contre, l'accompagnement des collectifs citoyens de transition, pour eux, c'est trop abstrait, quoi. Donc ça Mhm. fonctionne pas. Merci. De rien. Alors Claire, Delphine, allez-y. Je pense que ça va être la dernière question qu'on va pouvoir prendre, mais pour répondre également, nous, ce qu'on considère là, du coup, si on devait traduire ça en besoin, la question que vous avez, Camille, c'est de se dire bah, comment je peux aller chercher les entreprises pour aller sur du mécénat en identifiant directement les axes enfin, les projets RSE qui peuvent exister au sein de ces grosses boîtes. Nous, si on devait dérouler un fil DLA là-dedans pour continuer à démontrer un peu comment on travaille, on ferait plus globalement une réflexion sur le mécénat et de comment structurer une démarche de recherche de mécénat. Et c'est pas exactement la même chose. Peut-être que ça va se traduire par regarder les stratégies RSE prioritairement, mais en fait, une stratégie mécénat, ça peut être plus large. Et globalement, c'est quelque chose qu'il faut dérouler. Et pareil, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 2 ou 3 mois. C'est pas, on peut pas dire entre le moment où j'ai l'idée et le moment où, et 3 mois après, j'aurais pas réussi à lever 40 000 euros, à moins d'avoir beaucoup de chance, on le souhaite à tout le monde, mais globalement, c'est pas ce qu'on voit. Oui, bien sûr. Ouais. L'idée, c'est d'anticiper plutôt 2026 que cette année, quoi. Merci. Juste pour compléter, au niveau de la CRES, on a un guide des fondations. Je vous l'ai mis dans le chat, on pourra le mettre en ressources également, qui vous donne des informations à ce sujet. J'ai une collègue à la CRES qui est Marion Vidal, qui est plus spécialisée là-dessus que moi, mais qui peut donner des informations, tout comme on a des liens avec Mécénat & Co. Enfin, elle est là aussi, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai perdu une autre idée qui m'était venue. Oui, pardon, on a des clubs business aussi au niveau de la CRES. Donc, ce sont des temps de business entre des structures hors ESS et des structures ESS, justement, pour faire connaître un petit peu ce que l'ESS fait et peut proposer à des entreprises dites classiques qui, elles, vont avoir un RSE plus développé et qui vont vouloir aller plus vers euh, des, euh, euh, des fournisseurs vertueux, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai envie d'être positive aujourd'hui. Donc, on a des clubs business qui vont se faire. Le prochain sera sur Lamel et le suivant sera sur Soissons. Voilà, donc vous pouvez suivre les infos sur SSHDF pour ces événements-là. Ok, merci beaucoup. Merci Delphine. Eh ben, il nous reste même pas une minute pour clôturer ce webinaire sur les ressources qu'on vous fait défiler, hein, vous aurez le temps de regarder avec le PowerPoint, et terminer sur, Claire, si tu voulais, le tableau sur les différences entre les différents dispositifs qu'on vous a présentés aujourd'hui. Oui, globalement, ce qu'on veut vous dire derrière, c'est que là, vous avez nous, on présente plusieurs dispositifs d'accompagnement. On n'est clairement pas les seuls à bosser dessus. Derrière, sur le DLA, on est une quinzaine. À France Active, il y a aussi du monde. Dans le réseau Guidasso, plus de 200 structures. L'objectif, c'est pas non plus que vous soyez des experts et des experts de nos dispositifs d'accompagnement. Ils sont techniques, mais ne vous inquiétez pas, nous, on sait qui peut faire quoi. Et donc, quand vous venez nous voir, on pourra trouver éventuellement, on sera en capacité de vous dire, c'est peut-être mieux d'aller voir plutôt tel autre acteur et on vous donne les coordonnées. Voilà, pour vous dire que globalement, on est tous et toutes sympas.
Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, même si vous n'avez pas une idée très, très précise de votre situation, mais que vous souhaitez en discuter pour essayer de la comprendre. Et on pourra voir comment vous accompagner au mieux. Et donc là, vous avez les différents moyens de nous contacter. Et sur la dernière slide, quelque chose qu'on a voulu ne pas vous présenter parce que c'est un peu lourd, mais c'est en gros un résumé de nos finalités en tant que dispositif d'accompagnement ou en tant que réseau d'acteurs, et puis comment nous solliciter, comment nous travaillons. Et donc, Leslie, je te laisse peut-être conclure et dire au revoir à tout le monde, sachant qu'on a dépassé d'1 minute. Eh ben, au revoir tout le monde. Merci aux intervenants et intervenantes d'avoir animé ce webinaire, et merci à vous, participants. On vous enverra le PowerPoint et on reste disponible par mail pour tout besoin de précision. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.